fondamentale. Pour la question sur la FASEG, et on élargit. Vous savez, moi je pense que 15 000 étudiants à la FASEG, ça n'a de sens que si on définit une vision. Malheureusement, personne n'a de vision. Qui est-ce que vous trouvez à la FASEG? Vous avez des gens qui ont fait bac G2, donc qui ont fait le lycée technique. Bon, il n'y a pas une université technologique. Et l'IUT prend à peine 30 ou 40 personnes. Bon, donc voilà, il faut continuer les études. Donc on s'inscrit à la FASEG. Ok? Vous avez des gens qui ont fait des bacs C, des bacs D. Bon. Certains ont fait bac C, ils sont bons en maths, mais pas forcément en physique. Ils disent, bon, je vais à la FASEG. Certains font médecine, ils ne réussissent pas, ils disent, bon, je vais à la FASEG. Bon. Etc. Donc, vous avez une population qui est cosmopolite, hétéroclite et hétérogène. Qui, à mon avis, concentre tous les maux de notre pays, c'est-à-dire l'absence d'une vision de l'éducation. Vous savez, ce n'est pas quand les étudiants arrivent à l'université qu'on construit les amphithéâtres. Okay? C'est quand on les scolarise à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Parce qu'on sait que dans 15 ans, ils auront le bac. Donc, pour savoir ce dont notre université aura besoin, demain, il faut qu'on aille voir aujourd'hui quel est le nombre d'enfants scolarisés au Togo, en CP. C'est ça la planification. Et ensuite, se poser la question de savoir si tout le monde doit aller à l'université générale. S'il ne faut pas construire des enseignements professionnalisants, beaucoup plus valorisés socialement, okay, et beaucoup plus en prise avec les besoins du marché du travail. C'est ça la vision. Sinon, tout ce qu'on va faire, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire, on vous fait passer. Okay. Vous avez le CEP, après vous avez le brevet, après vous avez le probatoire, vous avez le bac, et puis on dit débrouillez-vous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à la fac? Nous aussi, on vous fait passer. Ben oui, puisqu'après vous allez devenir des conducteurs de étudiants avec des masters. Non, mais tout le monde se défausse. Mais c'est ce qui se passe. C'est la réalité. Pourquoi ça va mieux en fac de médecine qu'à la FASEG? Parce qu'il y a un concours. Il y a un numerus clausus. Tout système qui n'est pas élitiste produit des effets pervers. Ça, c'est ce que nous montre l'histoire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous n'étions pas une priorité pour le colonisateur. Malheureusement, nous ne sommes toujours pas une priorité pour nos dirigeants. C'est ça. Et c'est pour ça que quand les nôtres s'en vont, ils ne reviennent plus. Parce qu'ils savent. Ils savent. Même quand vous êtes boursier, personne ne vous demande quoi que ce soit. Les Chinois, je vous dis, même leur passeport, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils doivent rentrer pour occuper exactement tel poste. Parce qu'il y a une vision. On sait pourquoi on envoie les gens. Okay? Nous, chacun se débrouille, il va quelque part, et de là, il envoie un peu d'argent à sa famille. C'est un modèle de développement qui a besoin, en contrepartie, qu'il y ait des gens sur place pour organiser les choses. Que même le transfert des migrants n'alimente pas seulement la consommation finale, que ça puisse alimenter des investissements productifs. Vous voyez? Bon, donc, il y a du boulot à faire par rapport à ça. Je reviens à la question de Maud sur, justement, qu'est-ce que cette jeunesse peut faire? Moi, la première chose, c'est de s'organiser. C'est de s'organiser dans ce que moi j'appelle les think tanks. Les think tanks, c'est-à-dire des collectifs de réflexion et d'action. Avec le docteur Yenke et d'autres, M. Lawson et autres, nous avons créé une association loi 1901 le mois dernier qui s'appelle l'essentiel. On s'est dit de quoi les Togolais ont besoin? De l'essentiel. Se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, éduquer les enfants, etc. Et actuellement, nous sommes en train de créer ce qu'on appelle des clubs essentiels, de Dapan jusqu'à Lomé, pour qu'on fasse de petites actions de développement, mais que parallèlement, on réfléchisse
au mode de développement du Togo, à des échelles locales, comme vous l'avez dit si bien, parce que la question de la tomate dans le bas mono ne va peut-être pas être la même question à Dakaon. Peut-être que ça va être les pintades. Donc, nous, dans le cadre de la vision Togo 2030, malheureusement, je n'ai pas survécu à l'élection présidentielle de 2015. On avait l'idée de faire des champions dans chacune des 5 régions économiques du Togo. On disait, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire de la région des savanes? Quels sont les moteurs de la croissance dans la région des savanes? Sur quoi devrions-nous mettre l'accent? Région de la Kara, région centrale, région des plateaux, région maritime. Qu'on aille vers les populations, qu'on fasse de vraies enquêtes et qu'on fasse remonter l'information et ainsi qu'on fasse de la prospective. C'est pour ça que l'autre fois dans Jeune Afrique, on m'a posé la question sur le PND, j'ai dit le PND ne provient pas d'un exercice de prospective. Donc les populations n'ont pas été associées à l'édification du PND. Donc ça crée des défis, notamment l'appropriation par les populations à la base de ce PND. C'est fondamental. Vous voyez? Donc, si vous me dites ce qu'on peut faire, déjà, il faut qu'on s'organise. Pas pour faire de la politique. Vous savez, il y a les professionnels de la politique. Laissons-leur la politique. Développons le pays. Moi, c'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème politique. Non. Ça veut dire que la manière dont vous faites la politique, c'est fondé sur le réel et la volonté de transformer, pas la volonté de prendre le pouvoir, la volonté de transformer. Et ça, c'est forcément local. Et donc, c'est hyper important de créer ces think tanks, ces action tanks, et ensuite de faire le maillage. Si nous, le mouvement essentiel, on apprend qu'il y a Umoja, section Togo, nous, tout de suite, on dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ainsi de suite. C'est avec ce maillage qu'un jour, vous allez voir que les choses vont commencer à bouger dans le bon sens. Vous voyez? C'est hyper important. Moi, je dis à mes étudiants de la FASEG, en plus, cette semaine, je leur ai dit que je ne trouve pas normal que des étudiants dignes de ce nom, à la fin de l'année, ne soient pas capables de me sortir un bouquin collectif, sur ce qui se passe au Togo, sur l'économie togolaise. On vote le budget 2019. Est-ce que le budget vous convient par rapport à ce qu'on vous apprend dans un cours de finances publiques? Est-ce que vous pensez que c'est un bon budget? Il y a des étudiants qui font un cours d'économie monétaire. On peut parler du CFA, économie du développement, l'agriculture, etc. Moi, j'ai dit, ce qu'on doit faire chaque année, c'est sortir un ouvrage. On peut prendre les différentes promotions. Il y a les masters, il y a les licences, il y a les doctorats. Je dis, les enseignants doivent s'engager à faire l'introduction générale et la conclusion générale. Mais les 8 ou 10 chapitres de l'ouvrage, ce sont les collectifs d'étudiants qui doivent rédiger ça. C'est comme ça qu'on s'approprie du développement de son pays. Nous vous apprenons Keynes, nous apprenons Adam Smith. C'est des gens qui ont réfléchi dans d'autres contextes, dans d'autres lieux et dans d'autres temps. Mais aujourd'hui, par rapport à la situation économique du Togo, qu'est-ce que l'étudiant de la FASEG peut dire? Et j'ai dit, si vous me faites les mêmes thèses de doctorat que quelqu'un qui est au FMI à Washington, c'est que vous n'avez pas utilisé votre contexte. Et je remercie Umoja parce que ces jeunes sont allés à Togoville pour observer le marché du troc de Togoville. Parce qu'on se dit, un marché qui n'utilise pas d'argent liquide, comment il construit son système de valeur? Quel est l'étalon de change? Est-ce que ça renvoie à une conception de la monnaie qui serait togolaise ou qui serait pré-coloniale? Vous voyez? On n'utilise pas la richesse de notre environnement. Ce n'est pas de votre faute, c'est notre éducation qui est comme ça. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait une faculté d'agronomie à Lomé, alors que le grenier du Togo, c'est la région des plateaux. Ça, je l'ai toujours dit. Si
la faculté d'agronomie au Cameroun, c'est à Tchang, dans l'ouest du Cameroun, dans le pays Bamileke, où dès que vous jetez un truc, ça pousse. C'est là qu'ils ont mis leur faculté d'agronomie. Qu'est-ce que la faculté d'agronomie fait ici à Lomé? Vous voyez? Et on peut multiplier les exemples. C'est ça, la vision. C'est ça. Okay. Et donc, les jeunes, vous devez vous prendre en main. Parce que dans aucun pays au monde, les anciens n'ont fait la révolution. Pour une raison simple. Nous avons beaucoup à perdre. Pas vous. Okay. Si on fait la révolution aujourd'hui, on peut brûler ma maison. Que je n'ai même pas encore fini. on peut brûler le début de ma maison. Vous voyez? Alors qu'un jeune étudiant, sa force c'est quoi? Il est conscient. Moi je dis, vous êtes l'élite de la nation. Il y a 60 000 étudiants, 70 000 étudiants. On est 7 millions au Togo. Ça veut dire que vous êtes le 1% le plus éduqué du Togo. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc, vous êtes conscient. Vous avez l'information. Vous suivez tout sur les réseaux sociaux. De deux, vous n'avez rien à perdre parce que vous êtes pauvre. Au pire, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Vous allez mourir. Globalement. Non, mais globalement, en termes de patrimoine, à quelques rares exceptions près, vous n'êtes pas riche. Mais vous n'avez rien à perdre, les amis. Donc, quand vous êtes informé que vous n'avez, en plus que vous n'avez rien à perdre, vous devenez un danger pour le pouvoir. C'est pour ça que toutes les révolutions ont été estudiantines ou prolétariennes, ou les deux. Ce ne sont pas les nantis d'une société qui font la révolution. Ça, il faut oublier. Ce ne sont pas non plus les plus analphabètes, parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux. Ils n'ont pas l'information. Donc, c'est la classe estudiantine, c'est la jeunesse qui est l'outil ou le lieu de la transformation sociétale. Quand vous entendez parler de mai 68 en France, et je peux multiplier les exemples, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui, à un moment donné, disent « ça ne nous convient plus ». Ça ne nous convient plus. Si c'est dans ça qu'on doit vivre, autant mourir. Vous voyez? Donc, je ne vous demande pas d'aller faire la révolution. Je vous demande de vous organiser. Et l'union fait la force. Une fois que vous vous organisez, vous pouvez peser. Vous voyez? Et en pesant, vous allez transformer les choses. Et si en pesant, vous estimez que devant vous, il y a de l'inertie, à ce moment-là, vous prendrez vos responsabilités. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les sociétés. Vous avez suivi la révolution bolchevique de 1917. Vous avez vu les films. Les prolétaires, ils arrivaient dans les maisons des bourgeois. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils éliminaient les bourgeois et récupéraient les maisons. Après, ça s'est mal terminé. Parce que le risque d'une révolution, c'est qu'elle puisse être récupérée. Vous voyez? Mais vous n'en êtes pas encore là. Maud, elle n'a pas demandé qu'on fasse la révolution. Elle dit comment on s'organise. Okay. Donc, moi, je vous exhorte à faire de petits cercles de réflexion et d'action et qu'on les mette ensemble. Et que progressivement, on avance. C'est quelque chose qui est faisable et qui ne devrait inquiéter personne. Si on est de bonne foi. Mais nous, on n'a pas d'agenda caché. Comme moi, je n'ai pas d'agenda caché. Okay. De quoi avons-nous besoin pour vivre? C'est de l'essentiel. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je ne suis pas sûr. Mais j'ai répondu à certaines questions. Je pense que oui. De toute façon, on arrive à la fin de notre événement. Donc, je dois vraiment vous remercier tous d'avoir été là. Juste avant de partir, en fait, ce qu'on va faire, peut-être que... Est-ce que j'ai un mot à dire? On doit faire un petit jeu, normalement, parce qu'on a des livres à gagner. Donc, on va vous distribuer un petit bout de papier, on va vous poser des questions, rapidement.